Nous sommes le 30 octobre 2023 et bienvenue à cette présentation hebdomadaire de Bonne Semaine. Je suis Pierre Mercier et j'aurai l'occasion de vous accompagner tout au long du déroulement de cette pastille. Alors nous y allons comme d'habitude avec une devinette. Je cherche un mot de 8 lettres. La première lettre commence par un C et l'indice jeu célèbre de notre enfance. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de réfléchir, de repenser à tout ça, et à la fin de cette animation, je vous reviendrai avec la réponse, et probablement, comme d'habitude, que vous aurez déjà trouvé entre-temps, mais juste ne serait-ce que pour vous rassurer, je vous donnerai la bonne réponse. Alors, je répète, mon mot est composé de 8 lettres, dont la première est un C, et c'est un jeu que l'on a pratiqué, n'est-ce pas, ad nauseam dans notre enfance. Pour faire suite à la devinette, comme d'habitude, une pensée. Une pensée qui pourrait être ce que j'appelle la pensée du jour, mais qui pourrait se transformer, si elle vous marque vraiment, par la pensée de la semaine. Et on va chercher, évidemment, habituellement, chez les grands penseurs, chez les philosophes et tout ça. Cette fois-ci, je vais chercher chez un chansonnier, pas n'importe lequel, n'est-ce pas, Paul Piché, qui a composé cette chanson qui s'appelle L'Escalier, que notre ami Rivard a considéré comme étant la meilleure chanson écrite au Québec de tous les temps. Je vous en présente donc un extrait qui m'apparaît tout à fait significatif et inspirant. Quand j'ai compris que je faisais un très long détour pour aboutir seul dans un escalier, vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Ce texte, il m'a toujours marqué depuis que notre ami Piché a commencé à le chanter, particulièrement les 2 dernières lignes. Qu'on n'est rien sans amour et que pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Donc, avant de partir à la grande conquête, il faut aller sur des causes comme ça et défendre des causes. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais il ne faut pas pour autant négliger nos proches qui ont besoin d'amour. Et nous avons aussi besoin de cet amour pour nous dynamiser, pour nourrir notre action à l'intérieur de la famille et sur le plan social. Donc, chapeau à Paul Piché pour cette chanson intitulée L'Escalier. Venons-en maintenant à la photo. Cette fois-ci, je vous présente une seule photo pour vous montrer que le hasard fait parfois bien les choses dans le domaine de la photo. On avait acheté comme ça des tulipes, particulièrement au printemps, et on les trouvait bien belles, ces tulipes, et tout d'un coup, je regarde attentivement, puis je me dis, il me semble que ça serait intéressant de prendre tout ça en photo. Et regardez ce que ça donnait. Je suis fasciné, je ne le dis pas parce que c'est ma photo, mais quand même, je suis fasciné par 2 aspects. D'abord, le velouté qui ressort très bien, hein, des pétales. On le sent, on le voit se velouter, d'une part, et à la base de chacune des tulipes, une zone blanche, c'est la lumière qui se reflète et qui rend la base des pétales transparente. Ça me paraît être une très belle composition, même si on voit parfois peut-être le frigo derrière et tout ça. L'important, c'était les tulipes et leur présentation. Bon, passons maintenant aux éphémérides. Là, nous sommes, je vous rappelle, le 30 octobre. Je vous ramène au 30 octobre 1995. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le 2e référendum au Québec sur l'indépendance. Alors donc, il y a eu un premier référendum, l'idée d'indépendance a été rejetée, et on revient, après tout ce temps, en 1995, sur un 2e référendum. Pourquoi un 2e référendum? Parce qu'il y a 3 événements importants qui sont survenus au cours des dernières années et qui ont contribué à faire augmenter de façon considérable le nationalisme québécois
et de rendre possible une réponse positive à une question posée sur l'indépendance, sur la possibilité de faire l'indépendance du Québec. Le premier événement a été le rejet, n'est-ce pas, de l'accord de Charlottetown. On se souviendra que Brian Mulroney avait misé beaucoup avec certains nationalistes québécois sur un projet d'entente que pourrait adopter l'ensemble du Canada sur le statut à donner aux Québécois, donc aux personnes qui habitent le Québec. Alors donc, on misait énormément là-dessus, et puis finalement, le projet a été rejeté par quelque chose comme 58% des Canadiens qui ont dit non, on ne va pas donner de statut particulier au Québec, tant pis pour eux, et qui s'arrangent comme ils pourront s'arranger. Alors évidemment, vous comprenez bien qu'une immense majorité des Québécois ont été insatisfaits du rejet de l'accord de Charlottetown, de l'indifférence ou parfois même de l'agressivité du reste du Canada par rapport aux Québécois, et ça a fait monter comme ça le sentiment nationaliste. Et là arrive aussi une autre affaire importante. Il y a les élections fédérales. Et c'est le Bloc québécois qui non seulement recueille beaucoup de votes, mais devient l'opposition officielle fédérale. Vous vous rendez compte, nous sommes dans un gouvernement qui est fédéraliste et le parti d'opposition, c'est un parti indépendantiste, essentiellement québécois. Donc on sent que l'idée de l'indépendance prend de la force et va chercher de plus en plus une adhésion chez les Québécois, et particulièrement les Québécois francophones. Et là arrive le dernier événement qui nous amène vers là, l'élection du Parti québécois, dirigé au Québec, évidemment, dirigé par notre ami Parizeau, Jacques Parizeau. Alors donc, cette conjoncture-là nous amène à déclencher une campagne référendaire. Du côté du camp du oui à l'indépendance, on a bien sûr le premier ministre, pardon, donc je reviens du camp du oui, donc le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, le chef du Bloc québécois, l'opposition officielle à Ottawa, et Mario Dumont, qui est président de l'ADQ. Et l'ADQ se prononce pour l'indépendance du Québec. Et face à eux, trois ténors du non, donc du fédéralisme, Daniel Johnson, chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, qui a remplacé Mulroney comme chef des conservateurs au fédéral, et Jean Chrétien, qui, lui, est premier ministre fédéral libéral. Alors donc, c'est après une âpre, mais il faut dire une âpre et très dure, campagne référendaire que, et là, rappelez-vous exactement du compte, que 50,58% des Québécois votent non à la question. Et je vous la répète, la question. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat politique et économique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. Alors ça, c'était la question, elle était longue, mais à la fois précise. Et là, vous regardez, 50,6, on arrondit, des Québécois disent non. Et c'est à ce moment-là que le sort du Québec était scellé, et ceci pour de très nombreuses années. Alors évidemment, là je me permets un commentaire personnel. Moi j'étais favorable à l'indépendance du Québec, j'ai voté donc pour le oui à ce référendum. C'est donc dire que cette défaite littéralement crève-cœur, elle a été très amère à subir. Mais après quelques semaines de réflexion, je me suis dit, c'est peut-être finalement un mal pour un bien, compte tenu du résultat excessivement serré à ce référendum. Essayons juste d'imaginer juste l'inverse. Si le oui était passé par 50,6% de la population et que là-dessus on entreprenait toute la démarche devant mener à l'indépendance du Québec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement les gens du reste du Canada qui sont contre l'indépendance du Québec, mais qu'on aurait eu déjà à peu près un citoyen sur deux à l'interne qui aurait tout fait pour que les choses ne se déroulent pas dans le sens de l'accession du Québec à l'indépendance.
ça aurait risqué effectivement de virer, non pas en guerre civile, exagérons pas, mais à des difficultés sociales importantes et économiques et politiques importantes au Québec. Alors voilà, c'était le 30 octobre 1995. Bon, on a donc passé tout ça. J'enchaîne avec un mot d'esprit. J'aime beaucoup ces mots d'esprit. À un moment donné, quelqu'un dit quelque chose, puis j'ai l'impression qu'il se rend compte que c'est brillant ce qu'il vient de dire. Allons voir pas n'importe qui, Verlaine. Verlaine, il nous dit, il ne faut jamais les juger les gens sur leur fréquentation. Et ça, déjà, c'est un très, très, très bon conseil. Hein, c'est pas parce que j'ai un groupe d'amis très influents, très puissants, qui ont beaucoup de bon sens, que ça me rend brillant, intelligent et puissant par le fait même. Il faut donc distinguer la personne du groupe auquel il appartient. Et il continue, Verlaine. Là, je reviens à ce qu'il dit. Il dit, tenez, comme exemple, Judas, il avait des amis irréprochables, les apôtres. Il n'y avait pas meilleur à l'époque. Les disciples de Jésus-Christ. Et ses chums à Judas, c'était ce monde-là. Alors, si on avait jugé Judas à l'exemple des autres apôtres, on aurait dit, bon, finalement, c'est un bon gars. Tu sais, bon. Alors, c'est une idée comme ça, mais c'est une idée quand même qui est brillante et qui, je l'espère, attire chez vous ne serait-ce qu'un léger sourire. Ce serait déjà là un objectif atteint et réussi. Et là, je reviens plutôt à la devinette du début. Jeu populaire de notre enfance, 8 lettres commençant par C, la cachette. Ce qu'on appelle ailleurs, il y a d'autres temps, le jeu de cache-cache. C'était pas compliqué, vous vous souvenez très bien. On avait une personne qui, elle, devait se bander les yeux ou se cacher les yeux, et elle comptait jusqu'à 50, 60, 75, et on était un groupe qui allions nous cacher. Et il fallait que cette personne-là nous trouve, et une fois qu'elle en avait trouvé un, ça faisait 2 personnes qui recherchaient, et ainsi de suite, jusqu'au dernier retrouvé. Nous avons joué à la cachette, mais vraiment à répétition, pendant tous les étés, pendant de très, très, très nombreux étés. Et j'ai trouvé ça, moi, génial. Le fait que, et parce qu'on jouait souvent à la cachette dans le même espace, il fallait à ce moment-là développer son imagination pour essayer de trouver de nouvelles cachettes qui feraient qu'on ne serait pas découvert, n'est-ce pas, dans les 30 secondes de la fin du décompte. Et je me souviens d'une cachette que j'avais trouvée. Là, je m'étais trouvé génial. C'est-à-dire que je me suis trouvé génial, pas quand j'ai pensé cette cachette-là, mais quand j'ai vu qu'on ne m'avait jamais retrouvée. Au fond du terrain chez moi, derrière la maison, il y avait un immense jardin. Et derrière ce jardin-là, il y avait une rigole, un petit fossé. En fait, une rigole, vaudrait mieux dire. Disons qu'elle faisait à peu près 1,5 pied de large par 1,5 pied de profondeur. Donc, j'étais enfant, j'avais 8 ans, alors je pouvais m'étendre dedans. Alors, les épaules touchaient évidemment les parois, mais je pouvais disparaître à la vue, puisque déjà, il y avait des plantes de chaque côté du jardin qui cachaient les choses. Eh bien oui, elle était tellement bonne, ma cachette, qu'on ne m'a jamais découvert. Et là, je suis resté parce que je me disais, et si je sors, puis qu'il y a encore quelqu'un qui est là, ils vont découvrir ce que c'est, quelle est ma cachette. Alors j'ai attendu, et là, personne n'est venu. Et tout le monde, avec la brûlante, a décidé de quitter. Et on m'a laissé comme ça dans mon fossé. Alors, je suis ressorti du fossé. Puis ma première idée, c'est de dire, demain, quand on va rejouer, moi, je vais retourner dans le fossé. Puis en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mon Dieu, qui n'est pas une bonne idée. Ils t'ont pas trouvé aujourd'hui, ils te trouveront pas demain. Si ça va recommencer encore une fois, tu vas passer la soirée dans le fond de la rigole. Ce serait pas une bonne idée. Alors tout ça pour se rappeler, ce jeu-là, parmi les très nombreux jeux de notre enfance, la cachette. Et nous voici, encore une fois rendus au terme de cette animation. Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une autre chronique comme ça de bonne semaine. Entre-temps, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut mes amis.